Donc, merci à tous d'assister à la conférence aujourd'hui sur l'aide médicale à mourir et les maladies neuromusculaires. C'est présenté par Dr Mathieu. Dr Mathieu est neurologue et professeur agrégé à la Faculté de médecine des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Il est président du comité d'éthique de la recherche du CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il est également coordonnateur médical de la clinique des maladies neuromusculaires du Centre régional de réadaptation physique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. De 2014 à 2016, Dr Mathieu a fait partie du groupe de soutien multidisciplinaire sur l'aide médicale à mourir, l'AMM du ministère, qui a produit les lignes directrices pour le cheminement d'une demande d'aide médicale à mourir. Depuis 2015, il est coordonnateur du groupe de soutien interdisciplinaire GIS sur l'AMM du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Depuis 2016, il fait partie du comité de coordination de la communauté de pratique provinciale des GIS sur l'aide médicale à mourir. Alors, à vous. Bonne présentation. Merci. Bonne journée, bonne présentation pour tous. Ça me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui sur l'aide médicale à mourir. J'espère que je parle suffisamment fort. Est-ce qu'on m'entend bien jusqu'en arrière? Ça va? Plus fort un peu? Oui. Je rapproche le micro. Bon. Alors, écoutez, en fait, habituellement, quand on fait une présentation scientifique, on fait une déclaration de nos conflits d'intérêts. Moi, je fais exactement l'inverse. Je vous présente mes intérêts par rapport à l'aide médicale à mourir. Alors, en fait, tantôt, on a résumé un peu là, ce que j'ai fait au cours des dernières années autour de l'aide médicale à mourir. Alors donc, depuis 2 ans et demi, depuis 2014, en fait, que je m'intéresse à l'implantation de l'aide médicale à mourir au niveau provincial, au niveau régional pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors donc, depuis 2 ans et demi maintenant que l'aide médicale à mourir est permis au Québec, pour moi, c'est clair que c'est un véritable soin qui s'inscrit dans un continuum de soins de fin de vie avec les soins palliatifs notamment. C'est un geste clinique qui demande beaucoup de compassion et d'écoute. J'imagine que plusieurs d'entre vous avez été déjà amenés à travailler autour de ce concept-là. Alors, vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est souvent un engagement qui peut être difficile puis très émotif pour toute l'équipe soignante. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va revoir un certain nombre de définitions. On va revoir le cheminement d'une demande d'aide médicale à mourir, les critères d'admissibilité, nos obligations comme médecin, la prestation comme telle de l'aide médicale à mourir. On va faire des distinctions entre la loi 2 et la loi fédérale C14. On va voir ensuite ce que c'est que les groupes interdisciplinaires de soutien, qui sont des infrastructures qui ont été mises en place dans chacun des 6 CIUS du Québec pour soutenir les cliniciens dans cette démarche-là. On va dire quelques mots sur la communauté de pratique des GIS du Québec. On va revoir un peu les statistiques 2 ans et demi plus tard où on en est rendu sur le nombre d'aides médicales à mourir qui s'est fait au Québec. Et on va parler quelques minutes, là, je veux dire, d'aide médicale à mourir dans le contexte de maladies neuromusculaires et particulièrement de la SLA. Alors, vous allez comprendre que tout ce qu'on va discuter ce matin, je veux dire, évidemment, ne s'intéresse pas uniquement aux maladies neuromusculaires, toute maladie en fin de vie. Et la plupart du temps, c'est un cancer. Je veux dire, évidemment, ça va être le même processus pour tous. Pourquoi, je veux dire, ici, les gens qui sont ici doivent s'intéresser à l'aide médicale à mourir? Parce que les statistiques au Canada et au Québec sont un peu les mêmes. Je veux dire, s'il y a une majorité de patients qui demandent l'aide médicale à mourir sont des patients en phase terminale d'un cancer métastatique, il y a quand même au-dessus de 20 des demandes qui sont faites et des aides médicales à mourir qui sont administrées, qui sont faites auprès de patients qui ont des maladies neurodégénératives et principalement à ce moment-ci la sclérose latérale amyotrophique. Donc, ça nous concerne tous ici puisqu'on travaille tous en maladies neuromusculaires. Pourquoi ça vous concerne aussi? Parce qu'ici, on sait que l'aide médicale à mourir, c'est un acte qui doit être fait par les médecins. Je veux dire, la majorité des gens ici, je veux dire, sont des professionnels de la santé qui ont d'autres fonctions. Parce que, je veux dire, tout ce processus-là de l'aide médicale à mourir est un processus éminemment interdisciplinaire. À toutes les phases, à partir du moment où le patient exprime qu'il voudrait peut-être entendre parler de l'aide médicale à mourir, à l'évaluation de l'admissibilité, à l'accompagnement durant tout le processus, c'est toute l'équipe interdisciplinaire qui est impliquée là-dedans. Travailleurs sociaux, ergothérapeutes, physiothérapeutes, les infirmières coordonnatrices et évidemment les médecins. Alors donc, il y a des rencontres, là, je veux dire, qui sont faites tout le long du processus. On va en parler tout le long de ma présentation, là, mais vous allez comprendre que vous avez tous un rôle à jouer un jour ou l'autre, là, je veux dire, auprès d'une clientèle qui demande ce service-là. Alors, la loi 2 concernant les soins de fin de vie, ça c'est la loi québécoise, est entrée en vigueur le 10 décembre 2015. Cette loi-là ne parle pas que de l'aide médicale à mourir.
elle a défini les droits des patients relatifs aux soins de fin de vie et notamment a parlé beaucoup de l'importance des soins palliatifs, d'où la frustration au Québec des gens qui travaillent en soins palliatifs qu'à la suite de cette loi-là, on n'ait pas rehaussé de façon significative les ressources en soins palliatifs. Et ils ont tout à fait raison. La loi 2 a mis en place le régime des directives médicales anticipées dont on ne discutera pas aujourd'hui, a établi les obligations des organisations face à l'organisation des soins de fin de vie. Notamment, chaque établissement a dû refaire sa politique, un code d'éthique et un programme clinique qui concerne les soins de fin de vie et définir évidemment qu'est-ce qu'ils veulent faire en soins palliatifs et autour de l'aide médicale à mourir. La loi définit également le rôle du ministre, du Conseil des médecins dentistes, du Collège des médecins et a créé la Commission des soins de fin de vie qui regarde chacune des aides médicales à mourir qui est faite au Québec, là, je dis à partir d'un formulaire qui est complété lorsque l'aide médicale à mourir est faite, pour vérifier si effectivement chacune de ces demandes, chacune de ces administrations-là d'aide médicale à mourir a effectivement répondu aux critères d'admissibilité. Et la loi définit également un certain nombre d'exigences particulières qui concernent la sédation palliative et l'aide médicale à mourir. D'abord, une définition. C'est quoi l'aide médicale à mourir? Alors, la loi québécoise et la loi fédérale, c'est deux définitions différentes. La loi québécoise, ça s'appelle un soin consistant à l'administration de médicaments ou de substances par un médecin à une personne en fin de vie à la demande de celle-ci dans le but de soulager ses souffrances en entraînant son décès. Ça, c'est la loi québécoise et c'est ce qui est en application au Québec. La loi fédérale C-14, qui est entrée en vigueur en juin 2016, c'est un peu différent. C'est selon le cas, le fait pour un médecin ou un infirmier praticien, alors je reviendrai beaucoup plus tard sur la notion d'infirmier praticien, d'administrer à une personne à la demande de celle-ci une substance qui cause sa mort, ça c'est directement la même définition que le Québec, mais ça peut être aussi de prescrire ou de fournir une substance à une personne à la demande de celle-ci afin que se l'administre et cause ainsi sa mort. Ça, c'est du suicide assisté. Alors donc, au Canada, le suicide assisté est autorisé et décriminalisé, mais au Québec, c'est clair, le Collège des médecins et l'ensemble des ordres des professions ont clairement établi que, je veux dire, il n'était pas question qu'il se fasse de suicide assisté au Québec. On ne fait que de l'aide médicale à mourir selon la définition québécoise ou la première partie de la loi fédérale. Alors, quelles sont les étapes de l'aide médicale à mourir? Bien, d'abord, il y a évidemment la démarche en amont, la demande qui est faite par le patient, la réception de la demande, l'évaluation de son admissibilité. On doit discuter éventuellement de lieu de l'acte où on va le faire, la prestation comme telle de l'acte, puis la déclaration. Alors, on va revenir sur chacune de ces étapes-là. Bon, évidemment que le patient commence par exprimer, je veux dire, l'idée, parce que sa maladie est en phase assez avancée, l'idée d'avoir recours à l'aide médicale à mourir. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'une demande à mourir, c'est d'abord un appel à l'aide, c'est une expression d'une souffrance ou d'une détresse psychologique. Donc, il faut explorer ça. Et il y a tout un travail qui doit être fait sur les motifs, je veux dire, qui sous-tendent la demande à mourir, et je vais y revenir dans une seconde. Évidemment que dans ce processus-là, ce n'est pas nécessairement le médecin traitant qui va avoir cette demande-là. Ça peut être l'ergothérapeute, la physiothérapeute, la travailleuse sociale, l'infirmière. Alors, d'où l'idée que les gens qui travaillent avec les patients qui sont susceptibles de faire cette demande-là soient particulièrement à l'aise avec cette idée-là pour être capable d'en discuter avec eux, pour leur faire réaliser d'emblée qu'effectivement, ils ne sont absolument pas recevables s'ils ne répondent pas du tout aux critères. Ou au contraire, je veux dire, de les faire cheminer, je veux dire, dans cette démarche-là, jusqu'à ce qu'effectivement, ils en parlent éventuellement à leur médecin traitant. Il faut s'assurer que le patient connaît bien son diagnostic, son pronostic puis les alternatives de traitement. Évidemment que dans le cadre d'un cancer, je veux dire, avec les possibilités de chimiothérapie, de radiothérapie, de traitement alternatif, de palliation, il y a beaucoup de choses qui peuvent être discutées avec le patient. Dans le cas de maladies comme la sclérose latérale amyotrophique, évidemment, il y a moins de stratégies thérapeutiques. Mais je veux dire, il faut que ça soit clair dans la tête du patient. Je veux dire, effectivement, quel est son pronostic. Et dans le cas de cette maladie-là, avec l'évolution de la maladie, les patients, ça devient pas mal clair dans leur tête. Là, je veux dire, le rythme de progression puis où ils s'en vont. Donc, je veux dire, en général, la situation est assez claire. Et il faut évidemment discuter avec les patients des critères d'admissibilité. Mais avant tout ça, je veux dire, ce qu'il faut faire, je veux dire, c'est s'assurer que les motifs qui sous-tendent une demande à mourir, je veux dire, il y a des écueils à éviter, là, je veux dire, et que cette demande-là, je veux dire, est correcte. Alors, donc, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de pression familiale ou sociale, donc une volonté de se retirer d'un conflit familial, la peur d'être un fardeau pour les proches sur le plan financier, un manque de soutien familial, un problème d'héritage ou d'échéance d'une assurance-vie. Il peut y avoir de l'abus, un patient qui est abusé soit physiquement, psychologiquement, financièrement ou sexuellement, ou de la négligence.
Le patient peut avoir des problèmes mentaux, je veux dire, en fin de vie. Il peut avoir des problèmes dépressifs, des troubles anxieux, du délirium, il peut être suicidaire. Il peut avoir un problème de sevrage, de médication. C'est moins le cas des maladies neuromusculaires, mais dans le cas de cancer, les patients sont souvent très polymédiqués. Donc, il peut avoir des problèmes de sevrage liés à la médication. Il peut avoir une maladie psychiatrique antérieure, des antécédents suicidaires, des troubles de la personnalité ou d'autres psychopathologies. Et évidemment, il peut y avoir un problème de mauvaise connaissance de son diagnostic et de son pronostic. Alors, donc, il faut tout éclaircir ça. Vous voyez qu'il y a une grande partie de ça, là, relève beaucoup du travail, de votre travail à vous. La plupart des médecins, quand ils sont assis dans leur bureau, là, je veux dire, ces histoires-là de pression familiale, tout ça, je veux dire, on n'est pas conscient de ça. Alors, donc, les gens qui travaillent, nos travailleuses sociales qui travaillent avec nous, nos infirmières qui connaissent bien ces patients-là et ces familles-là, sont extrêmement précieux, là, je veux dire, dans cette démarche-là, je veux dire, de s'assurer, là, je veux dire, que la demande est raisonnable et qu'on a évité tous ces écueils-là. Rappeler également aux patients, je veux dire, l'importance des soins palliatifs. Je veux dire, vous savez, vous l'avez entendu au Québec, quand la loi a été mise en place, la plupart des centres où il se fait des soins palliatifs étaient absolument contre l'aide médicale à mourir. Plusieurs sont encore résistants. Là, je veux dire, plusieurs maisons de soins palliatifs ne veulent pas encore faire d'aide médicale à mourir. Progressivement, je pense que le climat change un peu, mais une grande partie de leur intervention gravite autour de la pertinence des soins palliatifs dans les soins de fin de vie, et c'est tout à fait vrai. On est en train d'intégrer de façon beaucoup plus précoce les soins palliatifs chez nos patients, ce qu'on appelle les soins palliatifs intégrés, pour être capable de les aider puis de les soutenir dans les différentes phases terminales de la maladie. Et on les intègre encore une fois un peu plus tôt. Ces équipes-là sont extrêmement compétentes, peuvent être extrêmement utiles pour la plupart de nos patients avec maladies neuromusculaires qui sont en fin de vie, et ça peut être une alternative tout à fait valable. Donc, ça doit être discuté, je veux dire, au même titre que l'aide médicale à mourir, je veux dire, comme alternative de traitement de fin de vie, et c'est au patient de faire son choix. Parlons des conditions d'accès à l'aide médicale à mourir. C'est peut-être ce que vous connaissez le mieux parce que vous l'avez vu véhiculer dans les journaux depuis 2 ans et demi assez régulièrement. Alors, une personne qui doit satisfaire à toutes les conditions suivantes pour être admissible à l'aide médicale à mourir est assurée au sens de la loi sur l'assurance maladie pour éviter le tourisme médical. Évidemment qu'au Saguenay, ça c'est moins fréquent, mais peut-être que dans la région de Montréal, ça risque d'arriver. Être majeur et apte à consentir aux soins. Alors, l'aptitude doit être maintenue jusqu'au moment de l'administration de l'aide médicale à mourir. Être en fin de vie. Être atteint d'une maladie grave et incurable. Sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités. Et éprouver des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions que la personne juge tolérables. La notion de souffrance psychique ou physique insupportable ou intolérable, c'est selon ce que le patient pense et non pas ce que vous pensez. Alors, il faut bien retenir ça. Une définition ici de la fin de vie, alors concept évidemment qui n'a pas été si clair que ça, je veux dire dans la loi de façon volontaire, parce qu'il ne voulait pas mettre de date, alors il s'est véhiculé toutes sortes de choses, je veux dire, on parle de fin de vie avec un pronostic de 3 mois, de 6 mois, de 8 mois, de 12 mois, tout s'est dit là-dessus. Bien, il n'y a absolument rien à retenir de ça. Je veux dire, il n'y a pas de mot de définition dans la loi. La définition, elle ne vient pas de la loi, elle vient du guide d'exercice du Collège des médecins, où on considère en fin de vie les personnes dont l'état de santé décline et qui sont considérées comme étant en phase terminale ou susceptibles de décéder dans un avenir prévisible rapproché. Ça, c'est ce que le Collège des médecins entend. Mais même là, parler de phase terminale ou décéder dans un avenir rapproché, il n'y a pas de période fixe à ça. C'est ça qu'il faut qu'on retienne là. La souffrance physique en fin de vie, ça, c'est relativement peut-être plus facile à comprendre. Alors là, il y a des exemples qui viennent encore une fois du guide d'exercice du Collège des médecins: cachexie, douleur, dyspnée, dysphagie, épuisement, hémorragie, obstruction digestive, paralysie, plaie importante, transfusion répétée, bref, un tableau assez critique. La souffrance psychique, c'est peut-être celle qui nous concerne le plus, nous, parce que je veux dire, la plupart de nos malades en fin de vie avec une sclérose latérale amyotrophique, c'est pas tellement la douleur physique qui va les amener à considérer cette option-là, mais davantage les souffrances d'ordre psychique. Alors là, c'est la peur de faire l'expérience d'une souffrance intolérable en fin de vie, l'isolement social dans l'expérience de la maladie. Ça, c'est toutes des souffrances psychiques qui sont acceptables. Existentielle, et c'est surtout là, je veux dire, je pense que nous, on entend plus nos patients parler de ça, c'est la perte de dignité dans l'expérience de la maladie terminale, la dépendance totale, la désespérance face à une situation sans issue. Quand mon patient me dit, moi, là, quand je vais être rendu que je ne serai plus capable de me torcher, là, je veux que ça finisse, là, il vient de me dire, lui, qu'il ne veut pas vivre ça, là, cette perte de dignité-là, dans ses mots à lui. Et c'est parfaitement acceptable pour une aide médicale à mourir.
Ça peut être aussi un questionnement sur l'après-mort dans un ordre plus spirituel. Mais bref, encore une fois, par rapport à la SLA, c'est davantage, encore une fois, les souffrances psychiques qui sont derrière ces demandes-là. Alors, quelles sont nos obligations à ce moment-ci lors d'une demande? Je veux dire, bien évidemment, c'est toute l'importance du processus décisionnel. Je veux dire, alors donc, évidemment, évaluer les critères d'admissibilité avec le patient, s'assurer du caractère libre de sa demande et son caractère éclairé, donc c'est les écueils qu'on parlait il y a 30 secondes, s'assurer de la persistance de ses souffrances et de sa volonté réitérée d'obtenir l'aide médicale à mourir. C'est pas un one-shot deal, cette histoire-là. C'est pas une affaire qu'on va faire, je veux dire, une fois, puis on va se dire, on le fait demain matin, là. Je veux dire, il y a une demande réitérée qui doit être faite de la part du patient sur, évidemment, tout est une question, je veux dire, de quand on pense en fin de vie, puis qu'un cancer en phase terminale, c'est dans quelques jours qu'il risque de décéder. Le processus va être un peu plus court. Mais dans le cas d'une sclérose latérale amyotrophique, où les patients nous font les demandes parfois des mois, je veux dire, avant qu'on pense à effectuer l'acte, souvent même pratiquement au diagnostic, on va y revenir tantôt, bien là, on a le temps, je veux dire, de rediscuter de ça plusieurs fois avec le patient, puis de s'assurer que c'est ce qui est irritant, puis c'est vraiment ce qu'il veut, puis d'en rediscuter plusieurs fois. Discuter avec les membres de l'équipe de soins en contact régulier avec le patient, c'est ce que je vous disais tantôt. Vous êtes beaucoup plus susceptible de connaître la situation sociale de ce patient-là, dans quel milieu il vit, et nous aider à prendre une décision en équipe sur l'admissibilité, je veux dire, de ce patient-là. Les critères d'admissibilité, c'est le docteur qui signe la feuille. Je veux dire, puis le deuxième médecin qui va signer la feuille, mais on comprend-tu que, je veux dire, on va travailler ça beaucoup avec vous avant pour effectivement s'assurer, je veux dire, que personne ne se trompe puis que, je veux dire, on prend la bonne décision avec le patient. Discuter de la demande avec ses proches si le patient le souhaite. Évidemment que, je veux dire, un patient qui dit « Moi, je veux avoir une aide médicale à mourir, mais je ne veux pas que ma famille le sache », on a un bug là. Alors, je veux dire, avant d'aller plus loin, c'est clair qu'on va travailler ça avec la travailleuse sociale. Je veux dire, essayer de comprendre ce qui est en dessous de ça, puis amener le patient, je veux dire, à être soutenu par sa famille dans ce processus-là. S'assurer que la personne ait l'occasion de s'entretenir de sa demande avec les personnes qu'elle souhaite contacter. Ça, c'est tous des articles dans la loi. C'est directement dans la loi. Informer le patient de son droit de se retirer ou de reporter sa demande. Alors, en tout temps, et dès le moment où on discute de ça la première fois avec le patient, on lui dit que vous avez le droit de changer d'idée n'importe quand dans ce processus-là, jusqu'au matin où on décide qu'on le fait ce matin-là, puis que j'ai la seringue dans le bras, vous pouvez changer d'idée là. Puis on ne sera pas mauvais amis, on va continuer à s'occuper de vous, vous avez le droit de changer d'idée. Cela étant dit, je vais y revenir tantôt, mais à date, je n'ai jamais vu ça. Je veux dire, les patients, quand ils ont pris cette décision-là, je veux dire, ils sont déterminés jusqu'à la fin. Alors, s'assurer évidemment que le formulaire de demande est signé par le patient et contresigné par un professionnel et 2 témoins indépendants. Alors, ce formulaire-là est relativement simple. Je veux dire, c'est une phrase qui dit « J'autorise je demande au docteur l'aide médicale à mourir, j'ai reçu l'information nécessaire sur les conditions requises pour avoir accès, etc. » Puis il signe. Alors donc, c'est relativement simple comme formulaire. Ça doit être contresigné par un professionnel de la santé et 2 témoins indépendants. Les 2 témoins indépendants, ça c'est une règle fédérale. C'est le gouvernement fédéral qui nous a obligés à ajouter ça. Ce qui peut être parfois, je veux dire, compliqué sur le plan de la confidentialité parce que c'est pas évident de trouver 2 témoins indépendants, je veux dire, du patient et de sa famille, là. Alors des fois, il faut courir dans les corridors de l'hôpital. Je veux dire, demander à n'importe qui. Je veux dire, c'est complètement ridicule, cette idée-là. Je veux dire, et ça devrait être éventuellement enlevé, mais ça, c'est dans la loi fédérale, au moment où on se parle. Alors, si la demande répond aux critères d'admissibilité, évidemment que le médecin va s'engager à accompagner son patient jusqu'au processus. Le médecin qui s'engage dans ce processus-là, c'est lui qui s'engage à faire l'aide médicale à mourir, donc à l'administrer éventuellement et à demeurer auprès de lui jusqu'à son décès. Il va s'engager à l'administrer lui-même, l'aide médicale à mourir. Alors donc, ça prend un médecin qui est inscrit au tableau de l'ordre du Collège des médecins. Donc, les résidents, les internes ou les externes ne peuvent pas faire ça. S'assurer d'un délai raisonnable dans tout le processus. Et évidemment que là, je veux dire, tout est une condition de la condition médicale qui est en dessous de ça. Je veux dire, si on a affaire à un cancer en phase avec métastase, en phase très avancée, le processus doit se dérouler beaucoup plus rapidement. Dans le contexte d'une maladie neuromusculaire comme la SLA, on a souvent le temps, je veux dire, effectivement, d'y penser, puis de réfléchir, puis de s'entendre avec le patient sur une date, sans trop de difficultés. Et il faut obtenir l'avis d'un second médecin. Ça, c'est la loi qui l'exige. Il faut qu'il y ait 2 médecins qui corroborent que ce patient-là est admissible à l'aide médicale à mourir. Le deuxième médecin doit être indépendant du premier, doit être indépendant également de la personne qui demande l'aide médicale à mourir. Alors, celui-ci va prendre connaissance du dossier, il va rencontrer le patient, va l'examiner, il va mettre ses observations au dossier du patient et il va remplir un formulaire spécifique qui a pratiquement des cases à cocher, relativement simple. Ça prend 5 minutes à faire. Si, évidemment, je veux dire, ça ne pose pas de problème. S'il n'est pas d'accord, je veux dire, ben là, il doit élaborer, je veux dire, pourquoi il n'est pas d'accord avec un des critères d'admissibilité. C'est évidemment plus long à remplir à ce moment-là. Alors, s'il est d'accord avec l'évaluation, le cheminement de la demande, donc, va suivre son chemin.
S'il est en désaccord, la demande arrête là. Hein. Je veux dire, le patient a deux choix. D'abord, le médecin traitant va l'informer que le deuxième médecin n'est pas d'accord avec l'aide médicale à mourir, donc le processus s'arrête là. Alors, le patient, à ce moment-là, a un certain nombre de choix. Je veux dire, il peut refaire une demande à un autre médecin. C'est toujours possible. Si, évidemment, c'est complètement farfelu comme demande, évidemment que ça va être reçu de la même façon. Et si on l'explique au patient, là, ça va s'arrêter là. Et il pourrait aussi avoir recours au commissaire local, aux plaintes. Là, je veux dire, c'est dans les directives ministérielles, ça. Alors, ça, c'est le formulaire qui est complété par le deuxième médecin. Alors, donc, c'est relativement bref. C'est pratiquement que des cases à cocher. Alors, encore une fois, si le patient ne rencontre pas les critères d'admissibilité après l'évaluation, soit du premier ou du deuxième médecin, bien évidemment, on va le signifier au patient. Et évidemment, on va consigner ça au dossier et on va continuer à s'occuper de ce malade-là. Ça reste notre malade quand même, donc je veux dire, il faut continuer à lui donner des soins. Puis, il faut encore une fois revenir sur la notion pourquoi il a fait une demande à mourir. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y avait comme critère en tout ça? Il y a des détresse psychologique, etc. Donc, il y a de l'encadrement à donner, là, même si le patient n'est pas admissible à l'aide médicale à mourir. Le droit de refus des médecins à administrer l'aide médicale à mourir, alors c'est dans la loi, mais c'était déjà dans notre code déontologique, hein, je veux dire, des médecins, qui prévoit qu'en raison de convictions personnelles, un médecin peut refuser d'administrer des services professionnels qui pourraient être appropriés. Alors donc, cette objection de conscience-là, je veux dire, est déjà dans la loi et j'avoue que jusqu'à maintenant, 2 ans et demi plus tard, ce qu'on voit surtout, hein, je veux dire, c'est du mal à l'aise, hein, je veux dire, chez les médecins, à cause d'un problème de compétence et de connaissance. C'est un processus, on va le voir ensemble, qui est assez encadré, là, je veux dire, puis qui est assez précis, là, je veux dire. Alors donc, ils n'ont pas tous eu la formation pour ça, donc il y a un problème de connaissance. Puis il y a un problème de compétence, c'est-à-dire c'est le mur du premier cas. Je veux dire, quand on ne l'a pas fait une première fois, je veux dire, c'est un peu plus difficile. Donc, je veux dire, c'est surtout le mal à l'aise qu'on observe. Puis encore maintenant, 2 ans et demi plus tard, pour beaucoup de médecins, c'est plus ça qu'une véritable objection de conscience de type moral ou religieuse. Mais il y en a. Alors, si le médecin refuse d'administrer l'aide médicale à mourir, il doit, ça c'est dans la loi, c'est une obligation, aviser les instances responsables. Alors, évidemment, dans la loi, c'est marqué le DG de l'établissement. En pratique, ça va être soit le GIS, le groupe interdisciplinaire de soutien, le DSP, ça dépend des établissements, mais qui va être avisé de ça en disant « Moi, je ne suis pas à l'aise avec ça, je ne veux pas le faire, trouvez un autre docteur. » Qui va se charger de ce patient-là. Il doit transmettre le formulaire de demande si le formulaire a déjà été signé par le patient. Puis il doit inscrire au dossier de son patient pourquoi il ne veut pas faire cet acte-là. Dans tous les cas, encore une fois, un médecin ne peut ignorer une demande d'aide médicale à mourir. Hein. Je veux dire, c'est une faute déontologique, là. Lorsqu'une personne fait une demande d'aide médicale à mourir, le docteur doit prendre les dispositions nécessaires pour que celle-ci reçoive une réponse adéquate à sa demande et continuer à lui prodiguer les soins interdisciplinaires requis par son état de santé. C'est pas parce que, je veux dire, il décide ou qu'un autre médecin qui va suppléer puis qui va faire l'aide médicale à mourir, la période entre-temps de 2 semaines, 3 semaines, 10 jours, peu importe, si le patient fait complication quelconque, a besoin d'ajustement de médication, c'est pas le médecin qui a décidé d'agir comme médecin suppléant pour l'aide médicale à mourir qui s'occupe de ce patient-là. Le docteur qui est objecteur de conscience demeure médecin traitant, là, je veux dire, de ce patient-là. Alors, la prestation comme telle de l'aide médicale à mourir, alors, bien évidemment qu'on a revu le patient plusieurs fois pour valider avec lui, je veux dire, sa demande. On s'est assuré encore une fois de l'aptitude, du caractère libre et éclairé de la demande, de la persistance des souffrances. On a précisé avec le patient les personnes qu'il souhaite voir auprès de lui au moment où on va faire l'acte. Hein. On va s'entretenir aux besoins avec l'équipe régulière de soins, mais ça, c'est un processus qui est continu avec l'équipe soignante, parce qu'encore une fois, je veux dire, tout ça, je veux dire, ce processus réitératif-là, je veux dire, il est fait encore plus souvent, je veux dire, avec la travailleuse sociale qui est souvent presque hebdomadairement, je veux dire, avec le patient dans le dossier, ou l'ergothérapeute ou l'infirmière qu'avec nous. On va s'assurer évidemment de la présence d'une infirmière et d'un travailleur social au moment où on fait l'acte. Alors ça, c'est peut-être à géométrie variable dépendant des établissements. Je sais qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, chez nous, je veux dire, on s'est entendu là-dessus qu'on préférait avoir évidemment une infirmière qui assiste le médecin, mais aussi une travailleuse sociale qui est là au moment de l'acte, je veux dire, pour surtout s'occuper de la famille, hein, je veux dire, autour, parce qu'il y a des gens qui réagissent un peu. Alors donc, c'est tout à fait normal, je veux dire, qu'il y a du soutien qui soit assuré par le travailleur social, pendant que l'infirmière et le médecin, eux, procèdent là, à l'administration de l'aide médicale à mourir. S'assurer, évidemment, 24 heures avant, ça, c'est une question technique, mais qu'on a une bonne voie intraveineuse, et même 2 bonnes voies intraveineuses, là, je veux dire, l'installer plusieurs heures d'avance. Puis si on a un problème d'accès veineux, je veux dire, installer un PICC line ou transférer le patient, si on le fait en résidence personne âgée ou c'est fait à domicile, bien, transférer le patient à l'hôpital pour installer une bonne voie intraveineuse ou le retourner à domicile, si c'est ce que le patient veut, que l'intervention se passe à domicile. Il y a une collaboration étroite dans toute cette histoire-là, aussi avec le pharmacien, hein, je veux dire, parce qu'il faut que la pharmacie de l'hôpital, actuellement, il
il n'y a que les pharmacies d'hôpitaux qui sont impliquées dans l'aide médicale à mourir au Québec, dans la loi ou dans le processus qui a été mis en place par le ministère. On pensait aussi impliquer les pharmacies communautaires, mais pour l'instant, je veux dire, c'est limité, je veux dire, aux pharmacies d'hôpitaux. Alors donc, évidemment, aviser la pharmacie avant, je veux dire parce que c'est un long processus. Pour la pharmacie, là, c'est un 3-4 heures de travail, tout préparer cette médication-là, donc il faut qu'il soit avisé, évidemment, d'avance. On vit aussi des objections de conscience de la part de certains pharmaciens. Donc, je veux dire, là aussi, les équipes se sont réorganisées pour que ce soit des pharmaciens qui sont d'accord pour participer à cette administration-là. Évidemment, il y a une discussion qui est faite préalablement avec le médecin qui va faire les injections sur le choix des médicaments, mais le protocole est toujours le même. Là, je veux dire, il a été établi par le Collège des médecins. Donc, mais il y a une rencontre préalable avec le pharmacien pour s'entendre sur la médication qui va être préparée. Il y a une ordonnance préimprimée, d'ailleurs, qui est utilisée. Il y a la préparation de deux trousses complètement identiques, avec exactement le double des médicaments dans les deux trousses au cas où on échapperait, casserait quelque chose, etc. Je veux dire, alors, il y a un gaspillage, là, je veux dire, mais c'est finalement, on a appris par le ministère que finalement, c'est des médicaments qui ne coûtent pas si cher que ça, mais bref, il y a beaucoup de médicaments perdus. Et évidemment que, je veux dire, les deux trousses doivent être, on va les chercher nous-mêmes comme médecins à la pharmacie et on les retourne nous-mêmes à la pharmacie après l'aide médicale à mourir. Tout ça, encore une fois, ce sont des directives qui viennent du guide d'exercice du Collège des médecins. La rencontre avec la famille le jour de l'aide médicale à mourir, ça c'est bien important, autant pour le patient que pour la famille, de préciser clairement, pas uniquement la journée qu'on va faire ça, mais l'heure qu'on va faire ça. Et les équipes qui doivent être sur place à ce moment-là doivent se libérer de toute autre activité, les radios chasseurs fermés, je veux dire, puis pas de garde, puis on s'occupe strictement de faire ça, je veux dire, pendant ces 2 ou 3 heures-là que dure l'ensemble de la procédure, à partir des réunions préalables, de revoir le patient, je veux dire, dans l'heure qui précède pour s'assurer que c'est encore bien ça qu'il veut. Rencontrer la famille, je veux dire, dans les heures qui précèdent pour leur expliquer qu'est-ce qui va se passer exactement, je veux dire, comment on va injecter les médicaments, quels médicaments on injecte, combien de seringues on utilise. La première fois que j'ai fait une aide médicale à mourir, j'avais précisé au mari de la patiente que j'utilisais 3 médicaments, le Versed, le Propofol, puis bon, un curare. Il avait l'impression qu'il y avait 3 seringues. J'avais complètement oublié de lui parler du nombre de seringues. Alors, quand j'ai commencé l'aide médicale à mourir, au bout de la 3e seringue, il me regarde, « T'as pas fini? » J'ai dit, non, on n'a pas fini. Alors, donc, préciser qu'il y a beaucoup de seringues, il y a 8 ou 9 seringues au total qui sont utilisées dans ce processus-là. Leur expliquer que, je veux dire, c'est une mort extrêmement paisible, hein, parce que, je veux dire, le patient, il s'endort avec le Versed. Alors, donc, et c'est exactement ce qu'on explique aux patients au départ. Vous, là, ce que vous allez voir, là, vous allez simplement vous endormir comme dans votre sommeil. Après ça, je veux dire, la balance de la procédure, je veux dire, vous ne verrez absolument rien, vous n'aurez pas conscience de rien. Parce que juste avec le Versed, je veux dire, il s'endorme profondément. Puis ensuite, on utilise le Propofol pour induire un coma plus profond, ensuite un curare. Mais ça, c'est toute cette stratégie-là par la suite, je veux dire, le patient n'est pas conscient de ça. Donc, il y a une absence complète de souffrance, il n'y a pas d'oscillante, c'est calme. Et le décès se passe habituellement en quelques minutes. En moins de 10-15 minutes, le patient est décédé. Alors donc, discuter de ça avec la famille, discuter avec la famille et avec le patient, qui il veut voir présent, je veux dire, dans la chambre, quelle sorte de protocole il va avoir, je veux dire, alors là, on a vu tout, là, je veux dire, des ballons, du champagne, de la musique, je veux dire, donc c'est au patient à décider ce qu'il veut, là, je veux dire, comme encadrement, je veux dire, cette journée-là, et on va respecter ça. Et qu'est-ce qui va se passer après le décès? Je veux dire, alors donc, nous, on explique ça, c'est ce qu'on explique à la famille, qu'on va retirer tout le matériel, on va se retirer, on va vous laisser avec la personne, on va revenir 15-20 minutes plus tard pour nous souhaiter nos sympathies, puis évidemment, voir avec vous un peu comment vous avez vécu cette expérience-là, qui est évidemment pénible, là. Alors, la prestation comme telle de l'aide, bien, pour le médecin, je veux dire, c'est le protocole, hein, qui a été mis en place par le Collège des médecins. L'Ordre des professions, en fait, je parle tout le temps du Collège des médecins, mais vous comprenez que c'est l'Ordre des professions, l'Ordre des pharmaciens et l'Ordre des infirmières qui ont travaillé sur ce guide d'exercice-là. Alors donc, il y a 3 médicaments consécutifs qui sont donnés. D'abord, le Versed, qui est un anxiolytique qui entraîne un sommeil. Hein, je veux dire, alors c'est le premier médicament qu'on donne. Ensuite, on utilise le Propofol ou le phénobarbital, mais à peu près tout le monde utilise le Propofol. C'est des mégadoses, hein, de médication qui vont entraîner un coma profond. D'ailleurs, je veux dire, la plupart du temps, l'arrêt respiratoire survient pendant qu'on administre le Propofol. Donc, ça fait 3-4 minutes qu'on vient de commencer à donner dans nos médicaments, puis déjà, je veux dire, on voit le teint changer, je veux dire, puis la personne arrêter de respirer. Et une fois que le Propofol est donné, on donne un curare. Là, encore une méga dose de curare pour entraîner un arrêt respiratoire si on ne l'a pas eu avant. Le collège suggère, même si on est convaincu que le décès est survenu alors qu'on n'a pas tout injecté nos médicaments, de faire le processus jusqu'au bout quand même, ce que tout le monde respecte.
On doit évidemment demeurer auprès de la personne jusqu'à son décès et constater le décès. Ça, c'est le travail du médecin. Inscrire au formulaire SP3 la cause de la maladie sous-jacente et non pas que c'est le patient est décédé par aide médicale à mourir pour raison de confidentialité. Alors donc, ce qu'on inscrit dans le formulaire SP3, c'est cancer du poumon, sclérose latérale amyotrophique, peu importe, mais on ne parle pas dans ce formulaire-là de l'aide médicale à mourir. On en parle dans le dossier, évidemment, parce qu'il y a de toute façon, il y a une copie des formulaires qu'on va parler en quelques minutes qui sont intégrés dans le dossier médical. On complète le dossier du patient, on apporte évidemment notre soutien à la famille et le médecin lui-même va retourner la médication, je veux dire, à la pharmacie où il va y avoir un décompte de ce qui a été utilisé, puis on va jeter ce qui reste, qui n'a pas été utilisé, et signer le registre des médicaments. Alors, dans ce travail-là, ce qui est important de faire, c'est une réunion interdisciplinaire juste avant de l'aide médicale à mourir, parce que parfois, à cause des équipes qui changent, là, je veux dire, quelqu'un est en vacances, parti, c'est sa journée de congé, peu importe, il a été dans le processus d'accompagnement, je veux dire, la travailleuse sociale était dans le processus d'accompagnement durant les 2-3 semaines, peu importe, qui ont précédé l'aide médicale à mourir, on tombe sur sa journée de congé, c'est quelqu'un d'autre qui la remplace, qui n'est peut-être pas au courant finement, je veux dire, des détails. C'est très important d'asseoir toute l'équipe qui va être là, autour du lit au moment de l'aide médicale à mourir, qu'on se rencontre avant, pour être bien sûr qu'on est tous au même diapason, qu'on comprend tous bien la situation et ne pas voir arriver des intervenants, comme j'ai vu une fois, un intervenant spirituel qui était appelé un peu à la dernière minute, qui rentre dans la chambre et qui voit un patient avec sa cravate, puis tu sais, qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui, là, tu sais. Il ne comprenait pas qu'on faisait une aide médicale à mourir à ce patient-là. Alors, il a très bien fait ça, puis il a été professionnel, mais je veux dire, après, là, je veux dire, on en a parlé longtemps, là. Alors, donc, il faut éviter ce genre de situation-là. Donc, les professionnels doivent être rencontrés avant, tous, ceux qui vont être là, pour s'assurer, encore une fois, bien, qui va faire quoi, hein, je veux dire, durant ce processus-là, puis qu'on comprend bien tous la même chose. Et on doit, le même groupe doit se revoir après, je veux dire, pour faire un débriefing de ça, je veux dire, alors verbaliser l'expérience, revenir sur ce qui s'est passé, etc. C'est pas toujours facile, hein, je veux dire, certains des intervenants parmi vous, je veux dire, allez avoir, particulièrement pour des patients avec une sclérose latérale amyotrophique, vous allez être en contact depuis des mois, je veux dire, avec ces patients-là, je veux dire, alors ils vont demander que vous soyez là, je veux dire, pour les soutenir au moment où on fait l'aide médicale à mourir. Alors, plus on connaît un patient depuis longtemps, plus c'est difficile émotivement, je veux dire, de participer à cet acte-là. C'est vrai pour les médecins, c'est vrai pour tout le personnel. Donc, c'est important, je veux dire, de mettre en place aussi, s'assurer du soutien là, aux équipes, là, je veux dire, après, pour ceux qui en ont besoin. Alors, le médecin doit compléter un formulaire spécifique qui s'appelle le formulaire de déclaration du médecin suite à la demande d'aide médicale à mourir. Alors, c'est un formulaire qui est relativement long. On suggère à tous nos collègues médecins, je veux dire, de commencer à le compléter d'avance parce qu'il y a tellement de matériel, des dates de rencontre durant tout ce processus-là, qu'il y a plein de choses qui peuvent être complétées d'avance. Évidemment que la section 2 qui concerne le collège des médecins, sur l'heure, le décès, les médicaments utilisés, va être complétée la journée où on l'a fait. Mais toute la partie 1, en fait, qui concerne la commission des soins de fin de vie, sur laquelle ils vont travailler eux, pour s'en dire, oui, effectivement, le patient répondait aux critères d'admissibilité à l'aide médicale à mourir. Ça peut pratiquement être tout complété, je veux dire, avant qu'on procède à l'aide, donc dans les journées ou les semaines qui précèdent. Alors, bref, ce formulaire-là est envoyé à la commission des soins de fin de vie et au CMDP. Quand c'est une aide médicale à mourir qui est faite en établissement. Quand c'est fait par un médecin qui est en cabinet privé uniquement, c'est envoyé au Collège des médecins et à la commission des soins de fin de vie. Puis il y en a une copie qui va au dossier du patient. Alors, ce formulaire-là, je ne détaille pas parce que je veux dire, c'est pas pertinent, là, je veux dire, mais en gros, c'est long. Il faut juste retenir ça. Je veux dire, alors donc, puis encore une fois, la commission des soins de fin de vie n'a que ça comme matériel, la partie 1, pour se faire une tête sur l'admissibilité de ce cas-là. Alors donc, vous avez entendu parler probablement de plein de médecins, là, je veux dire, qui font beaucoup d'aide médicale à mourir, qui se sont écœurés, là, je veux dire, des retours de l'aide de la commission des soins de fin de vie. En fait, il y a des retours justifiés parce que, je veux dire, effectivement, il y a des médecins qui font les coins ronds. Là, il y a beaucoup de cases à cocher, des choses comme ça, puis si on ne les coche pas, on ne les coche pas. Il faut faire le travail. Puis s'ils demandent des dates, il faut y mettre les dates. Là. Alors donc, ils ne peuvent pas travailler si, encore une fois, ils n'ont pas l'information. Alors donc, des fois, ça revient, puis des fois, ça revient de façon complètement inutile. C'est juste parce que ça a été fait. Ça a été un peu bâclé. Puis les docteurs qui écrivent à la main, vous connaissez l'écriture des médecins, là. Alors, vous pouvez imaginer que la commission des soins de fin de vie, une fois de temps en temps, je veux dire, est incapable de comprendre ce qui est écrit là. Alors donc, je veux dire, il faut que ce soit rempli de façon correcte. Puis en général, jusqu'à maintenant, je veux dire, en 2 ans et demi, la commission des soins de fin de vie, il n'y a à peu près pas de cas de dérive par rapport
aux critères d'admission. Il y a eu beaucoup de cas qui ont été, de formulaires qui ont été renvoyés aux médecins pour avoir des formations additionnelles, mais c'était tout le temps dans des détails techniques là, de date ou de mauvaise compréhension ou de trucs qui ont été oubliés, mais il n'y a absolument aucun cas jusqu'à maintenant, je veux dire, qui ne répondait pas aux critères, là, qui a été, du moins de l'avis de la Commission des soins de fin de vie. Alors, parlons de la loi C-14. Alors, depuis le 6 juin 2016, je veux dire, depuis à la suite de l'arrêt Carter de la Cour suprême du Canada, alors les articles du Code criminel interdisant l'aide à mourir ont été abolis. Alors, qu'est-ce que ça change par rapport à la loi québécoise? Alors, d'abord, les dispositions de la loi C-14, c'est pour adultes majeurs et aptes à consentir. Ça, c'est pareil comme au Québec. C'est fait pour une maladie, une affection ou un handicap grave et incurable, même chose qu'au Québec. Un déclin avancé et irréversible de la situation médicale, pareil comme au Québec. Des souffrances physiques ou psychologiques persistantes ou intolérables. Psychologiques, plutôt psychiques, semble-t-il que c'est une question vraiment de vocabulaire anglophone. Le mot psychique en anglais, semble-t-il, ça ne se dit pas. Alors, c'est pour ça qu'on a utilisé psychologique, mais derrière ça, c'est exactement la même chose. Alors là, la discussion beaucoup sur la notion de fin de vie ici qui s'appelle la mort naturelle raisonnablement prévisible sans pronostic vital établi. Alors là, ça ouvre une grande porte, là, je veux dire, qu'on n'a pas encore ouverte au Québec. Parce que si vous avez la curiosité d'aller lire sur le site de Santé Canada sous l'onglet « Aide médicale à mourir », vous allez voir, entre autres, dans la définition de la mort naturelle raisonnablement prévisible, ce que j'ai mis en bas complètement de la diapo, il n'est pas nécessaire d'être atteint d'une maladie mortelle ou d'être en phase terminale pour être admissible à l'aide médicale à mourir. Alors, comprenez ce que vous voulez bien comprendre de ça, hein? Mais ça étire l'élastique pas mal, là. Et éventuellement, je veux dire, les causes, parce que vous savez, actuellement, je veux dire, beaucoup de discussions se font autour de la sclérose en plaques, de d'autres maladies neurodégénératives, là, je veux dire, pour lesquelles c'est pas si clair que ça, le pronostic vital. Et il y a des causes actuellement en cours là-dessus, là, je veux dire. Alors, ça se pourrait que ce soit le législateur éventuellement ou c'est-à-dire les juges qui nous éclairent un peu là-dessus. Mais déjà, la loi fédérale, je veux dire, est beaucoup plus proche, dans le fond, de l'arrêt Carter de ce qu'on pense. Hein. En fait, l'arrêt Carter ne voulait pas parler du tout de fin de vie. Hein. Je veux dire, on pouvait demander l'aide médicale à mourir à peu près n'importe quand dans le processus d'une maladie grave, invalidante, etc., avec des souffrances intolérables. Ils ont introduit ça, je veux dire, mais on est à mi-chemin entre les restrictions beaucoup plus importantes au Québec, on doit vivre avec parce qu'on est au Québec ici. Alors donc, on doit respecter ce que la notion de fin de vie de la loi 2 dit. Mais on a l'impression que quand on lit la loi fédérale, la mort naturelle raisonnablement prévisible, sans pronostic vital établi, on se donne de la latitude, là, je veux dire, pour possiblement d'autres maladies neurodégénératives ou une sclérose latérale amyotrophique dans une phase beaucoup plus précoce de la maladie, par exemple. Alors, par ailleurs, je veux dire, vous savez que on revient sur les distinctions entre la loi québécoise et fédérale. L'aide médicale à mourir, vous savez qu'au fédéral, c'est l'euthanasie, c'est-à-dire notre définition en nous des soins de fin de vie. En passant, le mot euthanasie, il ne faut pas avoir peur de ce mot-là. Là. C'est exactement ce qu'on fait. Hein. Je veux dire, c'est de l'euthanasie. Mais le législateur québécois a toujours été réticent à utiliser ce terme-là parce qu'on est dans un processus de soins de fin de vie où il y a une palette de soins qui peuvent être offerts et on préférait le terme aide médicale à mourir qu'euthanasie, mais c'est exactement la même chose. Mais encore une fois, je reviens ici à la loi fédérale où, dans le fond, je veux dire, l'aide médicale à mourir, pour eux, c'est l'euthanasie ou le suicide assisté. C'est encore une fois ce qui n'est pas autorisé au Québec. La demande doit être signée par 2 témoins indépendants. Ça, c'est la contrainte qu'ils nous ont obligés à remplir et on espère que ça va être enlevé éventuellement. Ils ont obligé également une période de 10 jours entre la demande signée par le patient et qu'on puisse administrer l'aide médicale à mourir. Alors là, c'est une autre contrainte, là, je veux dire, qui théoriquement, c'est pour permettre aux patients de réfléchir, etc. Mais je veux dire, il y a des situations, évidemment, que dans le contexte des maladies neuromusculaires, ce problème de 10 jours-là, on ne l'a pas, là. Mais un patient avec un cancer en phase avancée, je veux dire, des fois, 10 jours, c'est très, très long. En plus, des patients avec des douleurs physiques intolérables, non soulagés par la médication lourde, où on risque, en augmentant la médication, d'entraîner de la confusion, là. Je veux dire, je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de médecins là, que le 10 jours, là, ils passent par-dessus ça. Là, je veux dire, on s'en occupe pas. Puis d'ailleurs, c'est permis dans la loi. C'est bien inscrit qu'une période plus courte est possible, là, dépendant des situations cliniques. L'examen par les 2 médecins, c'est la même chose
au fédéral qu'au provincial. Et l'aide médicale à mourir au fédéral peut être faite aussi par un infirmier praticien. Alors là, il faut s'imaginer qu'au Québec, au Canada, on peut être dans des territoires éloignés où les médecins, il y a moins de médecins, donc il y a certains infirmiers praticiens qui pourraient être autorisés à faire de l'aide médicale à mourir. Alors ici, le Collège des médecins et l'Ordre des infirmières ont clairement statué que, c'est un acte médical réservé. Pas question que les infirmières administrent l'aide médicale à mourir. Ils sont impliqués, évidemment, dans le processus, c'est ce que je vous dis depuis tantôt, mais c'est pas elles qui administrent l'aide médicale à mourir. Bon, quelques mots sur les groupes interdisciplinaires de soutien. Alors ça, c'est une création du ministère à la suite des travaux qu'on a fait avant la mise en œuvre de la loi 2. Les groupes, il s'en est créé un dans chaque CCCIUS, donc il y a 34 groupes interdisciplinaires de soutien au Québec. Et le mandat, c'est le soutien clinique aux équipes de soins dans le cheminement de la demande d'aide médicale à mourir. Alors, de la partie du moment où la discussion s'amorce avec le patient jusqu'à l'administration de l'aide médicale à mourir, notre rôle comme GIS, c'est de soutenir les cliniciens dans cette démarche-là. Alors, initialement, en fait, on a un symposium en juin, notre 3e symposium annuel des GIS en juin, où on va commencer à retravailler sur le rôle des GIS. Mais je peux vous garantir que la première année, puis les 2 premières années, évidemment que on était beaucoup plus utile parce que là, personne n'avait vraiment de l'expérience avec ça. Donc, on a encadré beaucoup plus ces actes-là. Faire du mentorat, on en fait encore, faire du mentorat auprès des équipes, accompagner les médecins qui le font pour la première fois, discuter avec les médecins d'une demande, pas sûr, réponds-tu aux critères, réponds pas. Alors ce genre de discussion-là, c'est toutes les semaines que j'ai des téléphones, moi, de médecins, dans la région, pour discuter de critères d'admission, de particularités spécifiques, etc. Alors donc, moi, je considère que c'est encore extrêmement utile comme organisation clinique, mais c'est vraiment à géométrie variable d'une région ou d'un établissement au Québec et d'autres. À Québec, par exemple, ici, il y a des médecins, qui ont fait beaucoup d'aide médicale à mourir. Ça s'est concentré dans les mains de quelques médecins, pratiquement toutes les demandes d'aide médicale à mourir, ce qui fait que je n'ai pas l'impression que le GIS, joue un rôle majeur, mais je peux me tromper, là. Alors que dans d'autres endroits, on a tenté d'impliquer davantage les médecins traitants dans cet acte-là. Alors en les soutenant, ce qui fait que, bien évidemment, ça répartit beaucoup, la charge sur l'ensemble des médecins, mais ce qui fait que chaque médecin a beaucoup moins d'expérience. Alors, ce qui fait que le GIS peut demeurer encore plus pertinent. L'autre mandat du GIS, évidemment, c'est le soutien aux décideurs d'établissement quant à l'assurance de la qualité. Alors, donc, plusieurs GIS, dont le nôtre, on a eu le mandat, du contrôle de qualité, donc de revoir ces actes-là, pour vérifier la qualité de l'acte. Et évidemment, la disponibilité des ressources. Là, on revient aux objecteurs de conscience. Les médecins qui ne veulent pas le faire, bien évidemment que ça prend un médecin suppléant. Donc, c'est souvent le GIS, initialement, qui a fait ce travail-là de trouver un médecin suppléant. Maintenant, les équipes elles-mêmes, se sont prises souvent en charge par petits groupes, les médecins de médecine générale, par clinique, etc., puis ils ont identifié ceux qui étaient moins à l'aise et ceux qui étaient plus à l'aise. Et souvent, ils se répartissent le travail entre eux maintenant. Alors, les GIS sont composés, la composition qui était suggérée par le ministère, c'était, le DSP, un représentant, un coordonnateur, un médecin, une infirmière, un pharmacien, un travailleur social, puis selon les besoins des établissements, différents médecins, oncologues, neurologues, cardiologues, etc., juristes, éthiciens, intervenants spiritualité, gestionnaires, puis les patients partenaires. Encore une fois, les mandats sont à géométrie variable d'un CIS ou d'un CIUS à l'autre. Pour l'identification des professionnels suppléants, l'évaluation de l'acte, le soutien à l'implantation, la formation initiale. Nous, chez nous, on a fait beaucoup de formations. Ce que je fais aujourd'hui, là, ça fait plusieurs fois que je fais ça. Je l'ai fait pour des médecins, je l'ai fait pour des infirmières, je l'ai fait pour des pharmaciens, je l'ai fait pour des travailleurs sociaux, etc. Je l'ai fait pour des patients, pour les comités d'usagers. Je l'ai fait régulièrement. Parce que, tout le monde doit avoir de l'information là-dessus, éventuellement, pour être capable que ça s'intègre plus facilement, dans nos soins usuels. Ça, c'est juste une répartition. C'est notre composition à nous, ça, du GIS, du CIUS de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, donc, 2 infirmières qui sont la porte d'entrée, qui vont répondre au téléphone pour les demandes des patients, des cliniciens, etc. Les 2 coordonnateurs, Dr Benoît et moi, puis un certain nombre d'individus, gestionnaires, intervenants spirituels, une travailleuse sociale, médecin en médecine générale, une pharmacienne, un oncologue, un spécialiste en soins palliatifs, une infirmière éthicienne et un psychiatre. Alors, ça vous donne un peu la composition chez nous. Puis encore une fois, ça, d'un établissement à l'autre, ça peut être extrêmement variable.
C'est quoi la pertinence des GIS 2 ans et demi plus tard? Bien, moi, je considère encore une fois que c'est très pertinent. Encore une fois, parce que c'est un soin qui est relativement exceptionnel. Ça demeure un soin rare. Alors, avant que l'ensemble des médecins, je veux dire, ait franchi le mur du premier cas, je veux dire, il va y avoir encore beaucoup d'années. Et la formation que je fais aujourd'hui, mais que j'ai faite pour les médecins il y a 2 ans plus tard, ils ne s'en rappellent plus, là. Je veux dire, alors, donc, je veux dire, on est là pour les rappeler, je veux dire, avec des outils, je veux dire, de cases à cocher, de voici la démarche, là, je veux dire, qu'il faut que tu fasses, puis dans quel ordre il faut que tu fasses les choses, puis le soutenir dans cette démarche-là. Il y a des situations cliniques complexes. Il y a vraiment des situations cliniques complexes, là, je veux dire, où c'est pas clair, là, je veux dire, si le patient est admissible ou pas, je veux dire, et ça mérite, là, je veux dire, une réflexion à plusieurs. Alors donc, ces situations-là, je veux dire, le GIS est là pour mettre ces intervenants-là ensemble. C'est un soin difficile supplémentatif, on le disait tantôt, particulièrement pour certains médecins, certaines équipes. Les médecins qui ont trouvé ça le plus rough, là, je veux dire, dans mon expérience à moi, là, c'est ton patient que tu suis depuis 25 ans, là, je veux dire, pour toutes sortes de raisons. Là, je veux dire, puis là, il y a un cancer en phase terminale, là, puis je veux dire, c'est toi qui administre l'aide médicale à mourir, puis vous garantir que, je veux dire, il y en a pour des semaines à se remettre là. T'sais. Alors qu'évidemment, moi, je l'ai fait comme médecin traitant, mais je l'ai fait aussi comme médecin suppléant. Donc, un patient que je connaissais depuis quelques jours ou quelques semaines, ça n'a pas du tout le même impact émotif, là, pas du tout. Là. Alors, c'est pareil donc pour les équipes, ça, je veux dire, les infirmières, les travailleurs sociaux qui sont impliqués depuis longtemps auprès d'un patient vont trouver ça vraiment plus difficile. C'est un processus, on l'a dit depuis tantôt, c'est un processus médico-administratif qui peut être relativement lourd, en tout cas vu de façon lourde. Puis le protocole pharmacologique est inhabituel. On n'est pas habitué de travailler avec le propofol puis les curants, là, nous. Alors donc, c'est ce que j'expliquais tantôt, le mal à l'aise qu'on a, là, je veux dire, c'est pas vraiment de l'objection de conscience, c'est beaucoup plus du mal à l'aise. Alors donc, le soutien par le GIS, là, je veux dire, est très précieux pour cette activité-là. Et on offre du mentorat. Alors moi, la plupart des médecins, quand ils m'appellent puis qu'ils veulent, ils sont d'accord pour le faire. C'est la première fois. Je leur dis, tu veux que j'aille avec toi? Je veux dire, je vais être là, je vais être en arrière, là, je fais rien. Là. Je veux juste être là. Ah oui, j'aimerais ça. Hein? Alors, beaucoup qui aiment ça, je veux dire, être accompagné, je veux dire, la première fois. Alors, et évidemment, il y a besoin de formation encore, je veux dire, puis on va avoir à répéter ça. Je veux dire, on a fait de la formation à certains médecins il y a 2 ans. Je veux dire, ils viennent de nous redemander dans certains secteurs pour qu'on retourne. Parce que là, c'est plus à penser magique. Il y a 2 ans et demi, là, quand la loi a été mise en place, pour tout le monde, incluant probablement tous vous autres, là, ça ne m'arrivera pas. Ça, moi, je veux dire, je ne verrai pas ça. Moi, je veux dire, ces patients-là, bien, ça nous arrive tous. Hein? On est interpellés face à ça. Donc, la pensée magique, là, que ça ne nous arrivera pas, là, tout d'un coup, là, j'écoute, là, ou là, je vais y aller à la formation. Là, c'est un soin, encore une fois, qui est en phase terminale, qui est relativement avancé. Évidemment, dans le cas de cancer, nous, ça nous concerne moins pour les maladies neuromusculaires. Donc, le délai peut être très court entre le moment où le patient fait la demande puis au moment où on doit l'administrer. Donc, il faut se revirer de bord vite. Là. Puis là, on a besoin de l'avis d'un deuxième médecin. Je veux dire, il faut le trouver, ce deuxième médecin-là. Je veux dire, il faut qu'il complète son formulaire. Il faut qu'on organise soit le transfert en établissement, peu importe. Donc, je veux dire, ça prend de la souplesse des équipes, puis ça prend de la fluidité, puis ça prend des coordonnateurs. Alors, nous, on a mis partout maintenant, c'est qu'on a une infirmière dans chaque... Nous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a 6 hôpitaux différents. Alors, dans chacun des hôpitaux, il y a une infirmière maintenant, je veux dire, qui est un peu en charge de coordonner les soins dans son établissement. Connaît bien ses docteurs, connaît bien ses infirmières, connaît bien ses travailleurs sociaux. Je veux dire, alors donc, c'est beaucoup plus fluide là, comme processus maintenant. Évidemment qu'encore une fois, à cause du droit de refuser de participer à soi, à cause d'objections de conscience ou de mal à l'aise, je veux dire, bien, il y a des médecins suppléants qui doivent être maintenus. Alors donc, ça, c'est le travail également des GIS de faire ça. On a créé également une communauté virtuelle de pratique au Québec pour les GIS. Alors, même les GIS eux-mêmes se sont dit, regarde, la formation ou l'expérience des GIS, c'est pas fait de la même façon partout. Je veux dire, alors, moi, je suis dans une toute petite région, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Montréal, je veux dire, ils en ont fait pas mal plus que moi. Là, je veux dire, alors, donc, moi, je profite de l'expérience des GIS de la région de Montréal parce qu'ils ont une plus grande expérience. Donc, ça, cet échange-là, ça se fait à l'intérieur de notre communauté de pratique. Alors, donc, ça a été créé et c'est soutenu financièrement par le ministère jusqu'à maintenant. Et il y a une grande participation. Il y a 407 personnes qui sont des membres des GIS, là, qui sont inscrits à la communauté de pratique. Tous les établissements sont représentés. On a un forum de discussion. Il y a 260 interventions par année qui sont faites là, je veux dire, dans notre forum de discussion sur à peu près 60 sujets différents. Ça passe de questions extrêmement techniques à d'autres questions beaucoup plus philosophiques, là. Plusieurs sujets sont consultés plus de 100 fois. Il y a eu des webinaires qui sont faits. En plus, vous savez qu'il y a des webinaires qui ont été faits par le ministère initialement en 2015. Bien, nous-mêmes, on en a fait d'autres additionnels, je veux dire, entre autres sur la souffrance psychique, etc. Alors, donc, plusieurs personnes, ils sont disponibles pour qu'ils soient revus, encore une fois, pour les membres de la communauté de pratique. On a une bibliothèque avec plusieurs documents, beaucoup de téléchargements, et on est rendu à notre 3e symposium annuel.
l'évolution de l'aide médicale à mourir depuis son introduction la fin 2015, ben, en fait, vous voyez en bleu, hein, je veux dire, ça, c'est le nombre d'aides médicales à mourir complétées, administrées. Ben, vous voyez, ça, c'est des statistiques de 6 mois en 6 mois. Alors, vous voyez l'augmentation graduelle du nombre de cas qui sont faits d'un 6 mois à l'autre. Au cours de l'année 2017, là, je veux dire, c'est les 2 derniers, si on les additionne, on a à peu près 750 aides médicales à mourir qui sont faites à l'échelle du Québec. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est à peu près ce qu'on s'attendait parce que, je veux dire, selon l'expérience européenne, hein, je veux dire, où il se fait beaucoup d'aide médicale à mourir depuis longtemps, il y a entre 1 et 2 des décès qui surviennent par aide médicale à mourir. Il y a 60 000 décès au Québec par année, donc on s'attendait à entre 600 et 1 200 aides médicales à mourir par année. On est à 750, là. Alors, donc, il va probablement avoir une augmentation encore avec, encore une fois, là, les baisses de réticence qui vont se faire avec le temps, mais puis on verra, je veux dire, jusqu'où ça va aller, mais ça, c'est l'avenir nous le dira. Par rapport à la sclérose latérale amyotrophique, simplement vous dire que la discussion s'amorce pratiquement au diagnostic. Hein. Je veux dire, vous avez probablement cette expérience-là, vous autres aussi. Le patient, il y a le choc du diagnostic. La deuxième rencontre, on n'en discute pas encore. La troisième rencontre, après 6 mois ou 4-6 mois, le patient commence à réaliser qu'il y a une vraie perte motrice qui s'installe. Là, je veux dire, lui non plus, et puis dans la pensée magique là, qui va guérir, là, comprend bien que, je veux dire, effectivement, c'est une maladie qui va mal se terminer, puis dans des délais relativement brefs. Est parfaitement au courant, en tout cas chez moi, je veux dire, de son pronostic par rapport à ça. Je veux dire, dans la mesure où, évidemment, il y a une maladie à évolution rapide, quand on tombe sur quelqu'un qui évolue peu, le 10 qui ont des formes lentes, c'est autre chose, là. Mais 90 du temps, je veux dire, on voit le changement d'une visite à l'autre. Alors, souvent, à la troisième rencontre, l'infirmière m'arrive en disant, là, le patient commence, ou la travailleuse sociale m'a dit, là, le patient commence à penser à une aide médicale à mourir, il aimerait ça que vous en parlez. Hein. Et là, on l'aborde ouvertement, je veux dire, au même titre qu'on aborde les soins palliatifs, on lui dit, mais regarde, rendu en fin de vie, là, je veux dire, tu as un certain nombre de choix, dont l'aide médicale à mourir. Et moi, d'emblée, je me dis, tu vas probablement, à moins que les paramètres changent, mais tu vas probablement être admissible à ça. Mais au moment où on se parle, il est trop tôt, c'est sûr, parce qu'on n'est pas rendu vraiment en fin de vie. Mais c'est clair qu'on va s'occuper de toi et c'est clair que je vais m'occuper de toi. Là, je vois baisser la pression. Là, je veux dire, c'est clair. À partir de là, le patient, il a vraiment l'impression qu'il reprend le contrôle sur ce qui reste de sa vie puis la façon dont il va mourir. Et là, après ça, c'est une discussion qui est refaite, je veux dire, à toutes les visites. Puis encore une fois, l'infirmière, notre travailleur social, je veux dire, va s'impliquer là-dedans, je veux dire. Puis quand on se revoit 3 mois, 6 mois plus tard, je veux dire, là, on commence à parler de date. Là, on commence à voir la baisse d'autonomie qui s'installe. Puis elle dit, bon, à partir, moi, du moment où je serai plus capable de faire telle affaire, je veux que ça se passe là. Donc, au printemps, là, je veux dire, on est en quelque part en décembre. Au printemps, là, je pense qu'on va être rendu là. Et là, on signe la demande. Là, c'est parce que je veux dire, on veut pas avoir le problème du 10 jours, on va le régler. Là. On va dire, tu peux le signer si tu veux maintenant. Ça ne t'oblige à rien, tu peux changer d'idée n'importe quand, de toute façon. Et je veux dire, là, éventuellement, là, rendu à 2 mois, 3 mois, à 1 mois et demi, 2 mois, là, on décide d'une date, puis une heure précise, puis là, on enclenche le processus. Les familles sont extrêmement reconnaissantes, là, je veux dire, de ça. Je veux dire, j'ai des témoignages émouvants que j'ai eus, je veux dire, de familles, je veux dire, par rapport à ça. Puis je suis convaincu que ceux qui ont participé à ça, vous avez vécu la même chose. Mais ça reste un deuil très difficile à faire pour les familles, je veux dire, qui doivent être encadrées. C'est pas une mort naturelle, hein, je veux dire. Il était apte, là, puis il te regarde dans les yeux, là, je veux dire, 1 minute et demie avant d'être mort, là. Hein. Je veux dire, c'est dur pour nous autres, c'est vraiment difficile pour les familles également. Alors donc, il y a beaucoup de soutien à faire aux familles après le décès, là, je veux dire, plus qu'un décès, je dirais, standard, là. C'est pas un bon terme, là. Un mot, parce que je sais que j'ai passé mon temps, on vient de rajouter pour la SLA une petite coche de difficulté additionnelle avec les dons d'organes. Hein, vous êtes tous au courant que, je veux dire, avec Québec Transplant, il y a un protocole qui s'est mis en place parce que nos patients avec sclérose latérale amyotrophique sont des potentiels bons donneurs d'organes. Donc, quand on est dans le processus de l'aide médicale à mourir avec eux puis que ça reste assez clair que c'est ce qu'ils veulent, on doit leur en parler maintenant, je veux dire, de la possibilité qu'on puisse prélever les organes. J'avoue que avant la réunion que j'ai eue il y a à peu près 15 jours avec l'équipe de Québec Transplant, j'avais l'impression que ça n'avait aucun sens d'exiger ça des familles et du patient. Monter aux soins intensifs, l'asepsie, je veux dire, la famille ne peut pas être là. Je veux dire, ça n'a aucun sens, ça. Je veux dire, sur le plan humain, fait de faire ça. Il a dit, non, ça ne marche pas de même, là. Je veux dire, le transfert, là, je veux dire, on fait évidemment l'aide médicale à mourir. C'est toi qui vas faire, moi, là, qui va faire l'aide médicale à mourir. Nous, tu vas le faire à la salle d'op.
Mais la famille peut être là, la musique peut être là, ils peuvent tenir la main, je veux dire, tout ça. Nous autres, on est en backup dans les salles à côté. Puis à partir du moment où, sur le moniteur, il est en arrêt cardiaque, on commence à compter le 5 minutes, puis 5 minutes plus tard, on arrive. Hein. Donc, ça nous donne le temps de finir la procédure, que la famille, évidemment, fasse ses souhaits ou en tout cas touche la patiente là, ou le patient. Évidemment, tout le monde va se retirer assez rapidement, puis une fois que les prélèvements d'organes vont être faits, la famille peut revenir après. Là. Bon, c'est-tu l'idéal? Non. Mais encore une fois, je veux dire, si on croit que c'est important, je veux dire, de prélever des organes, je veux dire, dans le contexte de patients qui doivent être greffés, bien, je veux dire, je pense que ça doit faire partie de notre bagage, là, je veux dire, de parler de ça éventuellement. Voilà, bien, écoutez, je finissais en disant que si vous voulez de l'information additionnelle, sur l'aide médicale à mourir, hein, lisez le rapport « Mourir dans la dignité » de la commission spéciale qui a été dirigée, entre autres, par Mme Yvon. C'est extraordinaire. Lisez les annexes. Je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup de matériel dans ça. Les lois canadiennes et québécoises sont disponibles en ligne. Le guide d'exercice est disponible. Il y a un document de réflexion incroyable qui a été écrit également par l'Association des médecins psychiatres du Québec en 2015 sur les enjeux cliniques et éthiques en soins de fin de vie, qui est vraiment pertinent à lire également. Voilà. Merci beaucoup, Dr Mathieu. Moi, j'ai eu la chance d'écouter ça pendant 3 jours. Je voulais vous dire, nous avons une pause et par la suite, on va continuer les conférences. Donc, gardez votre cocarde. N'oubliez pas, les chambres d'hôtel se terminent à midi. Alors, des fois, c'est le bon moment maintenant. Alors, merci d'être toujours présent pour les conférences.